J'ai quitté la France en 2018. Entre cette année de départ et d'aujourd'hui 2025, j'ai été dans 28 pays différents. Une fois, plusieurs fois pour la plupart. Seul, avec des amis, avec ma femme et les enfants, avec mon frère, avec ma grand-mère, avec mes parents. Bon, c'était intéressant de le faire. Pourtant, après 6 ans à prendre l'avion 20, 30 fois par an, j'en suis venu aujourd'hui à détester l'idée même de voyager. Alors, sur ces 84 mois qui séparent donc octobre 2018 et aujourd'hui octobre 2025, j'ai passé 35 mois en Europe de l'Est, majoritairement en Hongrie, Bulgarie et Roumanie. J'ai passé 15 mois en Asie, majoritairement en Thaïlande et en Malaisie. J'ai passé 16 mois en Amérique latine, 5 mois en France avec la famille et 13 mois en voyage, vacances, un coup de 2, 3, 4 semaines par-ci par-là, en Italie, en Serbie, au Cambodge, au Vietnam, aux États-Unis et dans encore une vingtaine de pays différents. Sur la route, pendant ces années de voyage, j'ai côtoyé des dizaines de digital nomades et j'en côtoie encore aujourd'hui, malgré le fait que je sois sédentarisé là où je vis. Alors pourquoi les digital nomades qui vieillissent sont des tarés, tous? Comment ils mentent constamment sur leur situation réelle et à eux-mêmes inclus? Le danger du nomadisme perpétuel et de la fuite en avant par le voyage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans et je suis millionnaire. Depuis mes 20 ans, j'ai vécu donc en Europe de l'Est, en Asie et j'habite actuellement en Amérique latine. Je n'ai rien à vous vendre. Cette chaîne YouTube est juste un carnet de bord que je partage sur YouTube. Alors, on va commencer par du positif avec l'intérêt du voyage pour les jeunes hommes. La plupart des gens ont découvert le télétravail en 2020 et les emplois remote, business 100% remote ont bien explosé à ce moment-là aussi. Le business en ligne, c'était populaire depuis les années 2015-2016 et puis ça a vraiment, vraiment, véritablement explosé aux yeux du grand public en 2020 pendant le Covid. Alors peut-être que c'est nouveau pour vous ou que vous avez un projet pour un futur proche. Donc, je ne veux pas être uniquement critique vis-à-vis de ce mode de vie, si on peut appeler ça un mode de vie, digital nomade. Moi aussi, j'ai été fasciné par le digital nomadisme quand j'avais 16-17 ans et je veux surtout pas briser vos rêves. Le but, c'est juste de remettre l'église au milieu du village et de ramener un peu de bon sens sur ce sujet qui est unanimement encensé sur Internet. Donc, pour les hommes de moins de 25 ans, et probablement pour tout âge en vérité, le voyage, l'expatriation seule a des bénéfices absolument indiscutables. Le premier étant que vous quittez la famille et vous sortez donc du giron de jugement, limitation familiale, surtout si vous avez un haut niveau d'agréabilité et que vous avez du mal à contredire les gens, à aller à l'encontre de ce que les figures d'autorité autour de vous qui ont été imposées vous disent de faire. Le voyage, ça permet de s'émanciper de ça et c'est extrêmement important pour tous les hommes et notamment les plus agréables. Ça permet d'arrêter la branlette du développement personnel et de se prouver ses compétences plutôt que de les imaginer par des affirmations positives. Ça permet de se retrouver dans la merde et de se débrouiller seul pour en sortir. Ça permet de devenir un adulte et de comprendre que les actions en dehors du confort de la maison ont des conséquences réelles. Ça permet de gérer les conflits et d'apprendre à désamorcer des situations tendues dans une langue étrangère. Ça permet aussi de se faire arnaquer et de mesurer le ratio bénéfice-risque de la confrontation. Si vous faites arnaquer par un tuk-tuk à Bangkok, vous allez très rapidement faire un calcul pour savoir si oui ou non il faut amorcer l'engueulade et le combat, ou alors s'il faut accepter de s'être fait niquer cette fois-ci. Et ça, c'est extrêmement important pour le reste de la vie. Ça permet de comprendre la valeur de la vie humaine dans le tiers-monde, notamment si vous voyagez dans des pays mafieux, contrôlés par les gangs, etc., ou en tout cas des pays du tiers-monde qui sont gangrénés par la corruption. C'est important de comprendre que la valeur de la vie humaine en Occident et dans le tiers-monde n'est pas la même, et par extension de comprendre la valeur de votre propre vie. Et ça permet de découvrir que la police et l'État ne sont pas de votre côté dans la majorité des cas. Juste pour ça, c'est capital de partir seul pendant quelques mois. Alors évidemment, ça ne s'applique qu'aux gens qui en manifestent l'intention. En l'occurrence, si vous regardez ces vidéos, c'est probablement que vous avez l'intention ou que vous êtes en train de le faire. Mon cousin qui a fait un CAP puis un BP électricien dans la ville de campagne dans laquelle il est né, qui avait déjà 3 gosses à 27 ans, qui était marié à 21 ans et qui est dans la même boîte depuis 12 ans, enfin, ça n'a aucun intérêt pour lui d'écouter ce que j'ai à dire ici. Il vit dans le même monde que vous, que moi, mais dans une réalité vraiment bien séparée. Donc, j'insiste quand même sur la notion de partir seul pour créer un reset complet de la personnalité, des croyances, du comportement et apprendre à être à l'aise en l'absence de repères.
Et personnellement, je suis content de l'avoir fait. C'était fondateur pour le reste de ma vie. Quand je suis parti seul à 19 ans avec 1800 euros, passer des mois en Thaïlande et en Malaisie à construire mon entreprise, à me nourrir exclusivement de Pringles, de poulet cuit à la casserole, parce qu'il n'y avait pas de poêle dans mon Airbnb, et de carottes crues, ben, c'était fondateur. Dans un appart rempli de fourmis, parce que c'est tout le temps le cas à Kuala Lumpur, c'est insupportable d'ailleurs. Avoir fait 28 jours sans adresser la parole à quiconque et juste à bosser, manger du poulet cuit à l'eau et des Pringles, franchement, ça crée quand même une personnalité pour la suite de la vie. Et puis ensuite revenir chez mes parents avec quelques dizaines d'euros parce que ça a échoué malgré les mois de travail, voilà, de discipline, etc. Comme on dit, quand tu veux, tu peux. Bah non, en fait, sauf quand tu peux pas. Et ben, c'était important pour moi. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le starter pack du digital nomade en 2025. Alors, cette expérience initiale que beaucoup devraient avoir, elle est contrastée par la nouvelle moyenne, la nouvelle vague des digital nomades en 2025. Ce starter pack, c'est la moyenne de ce que j'ai témoigné et témoigne encore en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique latine. Alors, j'ai pas de relation d'amitié à proprement parler avec des digital nomades. Par contre, tous mes potes l'ont été un jour et se sont sédentarisés avec moi. Et ceux que je côtoie aujourd'hui, à savoir les digital nomades que je côtoie aujourd'hui, sont des gens de passage dans la ville dans laquelle je vis. Et puis, avec des connaissances de connaissances, des potes de potes, etc., je finis par côtoyer des digital nomades toutes les semaines et des différents toutes les semaines. Et donc, forcément, ça me permet d'avoir une vue du spectre. Le starter pack digital nomade, je le connais probablement un peu mieux que quiconque, même si je ne raisonne pas activement avec des digital nomades, puisque vous allez voir, c'est pas mon type d'individu favori à côtoyer. Donc, le starter pack du jeune digital nomade, c'est, alors, il fait des vlogs de ses voyages en copiant les formats des anglophones. Il vend des formations pour devenir libre comme lui. Alors, en plus, il le vend facilement, vous verrez, c'est pas compliqué, regardez, moi je l'ai fait. Il critique en public la France et tous les problèmes français, mais en vérité, il se plaint constamment en privé que le tiers-monde, c'est lent, c'est chaotique, il y a de la corruption, c'est inacceptable. Le flic m'a demandé 20 dollars parce que je conduisais une voiture de location alors que j'avais rien fait de mal. Voilà. Donc en fait, publiquement, il passe son temps à critiquer la France et dire que c'est mieux ailleurs. Et en fait, dans le tiers-monde, il passe son temps à se plaindre qu'il a fait un empoisonnement alimentaire, que les services sont extrêmement lents, que les Bolts conduisent mal, que les flics sont corrompus, que les gens ils comprennent pas des requêtes simples. Voilà. Donc c'est critiquer en public la France et encenser tout ce qui est en dehors de la France, et puis ensuite en privé critiquer là où il est. Et puis dire, ah, c'est pas normal, en France ça marche mieux. Voilà. Mais bon, euh, il- ça fait partie du starter pack. Il est particulièrement véhément à l'écart des salariés qu'il décrit comme des esclaves, alors qu'objectivement, sa situation professionnelle et économique est au moins aussi précaire. Mais bon, lui, il est libre de voyager. Lol. Il se filme en train de chafouiner avec des Thaïs, avec des Philippinas, avec des Cambodgiennes, avec des Colombiennes, des Mexicaines rincées, et il se fait passer pour Don Juan auprès de son audience, auprès de ses followers Instagram. Il se prend pour le roi du pétrole parce que dans son immeuble Airbnb à 800 dollars par mois, eh bien, il y a un sauna et une salle de sport. Alors, en France, il n'y a pas ça, hein, les gars, il n'y a pas ça ici, c'est incroyable. C'est tout neuf, regardez, j'ai un sauna dans mon building. En plus, j'ai une salle de sport, ouais, c'est incroyable, j'ai même une piscine. Ouais. Il explique à tout le monde que s'il a pu en arriver là, c'est grâce au travail, à sa détermination, à son intelligence. En vérité, il gagne péniblement 2500 euros par mois et il n'a aucune visibilité sur ses revenus futurs. En fait, il vit dans la précarité. Il n'a aucune foutue idée des enjeux économiques et politiques du pays dans lequel il est, mais il t'explique que c'est génial, que les gens sont heureux et qu'ici au moins, tu es libre, contrairement à la France. Alors, je ne regarde pas YouTube, mais j'imagine que si vous le faites et si vous regardez ce type de contenu, eh bien, vous avez des exemples qui cochent ces cases-là en tête. Ces exemples de digital nomades qui documentent leur vie. Et même ceux en fait qui sont freelance, ils sont quasiment tous, ils cochent quasiment tous les cases de ce starter pack. Maintenant, on a donc ça, à la limite, c'est presque mignon, quoi. Les mecs sont jeunes, mais bon, là, voilà, les gars, ils découvrent un peu. C'est un peu la deuxième crise d'adolescence, quoi. Et là, c'est la crise d'adolescence, non pas contre papa-maman, mais contre l'État français. Ils disent, voilà, ça y est, je me suis échappé, et voilà, ça décompresse, et ils font tous la même chose. Maintenant, on a le starter pack un peu plus compliqué, le starter pack du digital nomade qui a plus de 35 ans. Et là, c'est une autre catégorie. Bon, alors généralement, lui, il bosse en remote. En remote, pardon, il est soit développeur, soit closer, soit copywriter, soit il fait de la compta pour un grand groupe.
Soit il a un petit business en ligne, soit il est freelance, soit vraiment il se lance, mais voilà, il tâtonne. Il gagne généralement entre 3 et 15 000 euros par mois. Donc là, souvent, il est quand même un peu mieux loti que le gars vraiment très jeune. Mais alors lui, il cherche absolument à réduire ses dépenses au minimum pour investir et devenir financially free. Alors, soit il va essayer de faire des gros coups avec la crypto, soit voilà, il fait du DCA S&P 500, mais voilà, sa recherche principale dans le digital nomadisme, à lui, c'est d'aller dans des pays du tiers-monde et de dépenser le moins de fric possible. Il se plaint constamment de la politique de la France pour se convaincre qu'il a bien fait de partir et se donner un style un peu rebelle. Voilà, voilà, il a 37 ans, il n'est pas resté dans la rat race, il n'est pas marié, il n'a pas de maison, il n'a pas d'emprunt, il n'a pas d'enfant, et en plus, il critique la France. Voilà, quel rebelle, incroyable. Et les autres, non mais les salariés en France, c'est trop des moutons. C'est trop des moutons. Voilà, mes potes, ils sont cadres là chez Decathlon, mais c'est trop des moutons. Moi, je suis libre. Voilà, c'est le genre de type. Il cherche désespérément une fille sérieuse parce qu'il en a marre des putes intéressées, mais il n'a aucun charisme. Il date sur Tinder, il n'a jamais abordé une fille dans la rue et il veut absolument qu'elle ait moins de 25 ans. Par contre, lui, il parle pas la langue locale et il change de pays tous les mois. Et en plus, il veut continuer à s'amuser quand même. Oh, il y a un peu des limites à la connerie. Voilà. Donc il veut tout ça. Il veut tout ça dans le même package. Ça, c'est son objectif. Il sort en boîte avec des mecs de 23 à 24 ans et il raconte ses histoires de cul sans aucune pudeur, malgré ses cheveux blancs et sa barbe grisonnante. Il chiale parce que, putain, l'inflation ici, c'est hyper violent. L'an dernier, je mangeais mon tacos pour 2,20 €. Là, c'est carrément 3,50 €. C'est grave abusé. Il n'a aucune possession et il voyage toute l'année avec une valise cabine en s'en vantant. Voilà, le mec a 5 slips, 3 paires de chaussettes, 2 shorts et puis 3 t-shirts. Et il se raconte en disant: moi, je suis minimaliste. Tout ce que tu possèdes finit par te posséder. Il cherche depuis 5 ans le pays où il se voit bien s'installer. Il n'a pas encore trouvé. Il parle d'avoir des gosses en disant: de toute façon, nous les mecs, écoute Tristan, nous les mecs, on peut avoir des gosses jusqu'à 70 ans. Donc, tu vois, ça presse pas. Moi, ok, moi j'ai 39 ans, mais ça presse pas. Il n'a aucun point de chute réel, sauf chez ses parents vieillissants en France. Il n'a aucune amitié profonde et durable. Il ne performe pas, il n'a pas d'autre projet ambitieux que voyager, parce que la gestion logistique de sa vie chaotique bouffe du temps et de l'énergie qui n'est pas déployable dans le travail. Alors peut-être que pour vous, ça, c'est une espèce inconnue, ce que je décris. Ah non, mais attends, moi, les digital nomades que j'ai rencontrés, ils sont pas comme ça. Euh, ok. Pourtant, ils sont partout et ça se multiplie, et c'est tous cet archétype-là, ce starter pack du digital nomade de plus de 35 ans. Et tu dis: ouais, mais attends, Tristan, vaut mieux être comme ça, comme ce mec, que d'être salarié à 38 ans pour 2000 balles par mois. Alors, sûrement, mais c'est une comparaison vers la norme, c'est beaucoup trop facile. Techniquement, vaut mieux être éboueur en France que dentiste en Somalie. Même si en absolu, la profession de dentiste est censée être mieux qu'éboueur, mais voilà, là vous comparez les pommes et les carottes. D'accord? Donc, dire, vaut mieux être starter pack digital nomade plus de 35 ans que d'être salarié en France, ça s'appelle un nivellement vers le bas. Donc dire qu'il vaut mieux être éboueur en France que d'être dentiste en Somalie, c'est le nivellement vers le bas. Donc c'est le même niveau de comparaison. Le problème, il est dans le désalignement et la contradiction permanente dans laquelle ils évoluent. Pas la situation en tant que telle, c'est pas être digital nomade en tant que tel et gagner 8000 dollars par mois complètement remote qui est problématique. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce qui est problématique, c'est le désalignement et la contradiction dans laquelle ces types vivent. J'ai jamais rencontré de digital nomade, pardon, qui ne vivait pas dans son propre théâtre d'ombre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors pourquoi les digital nomades qui vieillissent sont des losers? En 2025, tous les jeunes qui gagnent un peu d'argent magique sur Internet se cassent de France. Et ils ont sûrement raison. Même s'ils vont tous aux mêmes endroits, ils vont tous en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, en Colombie, au Vietnam, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes restos, dans les mêmes cafés, et ils se refilent sans le savoir tous les mêmes nanas rincées de Tinder qui a déjà vu ce Airbnb 4 fois le mois dernier. Qui, t'as vu mon Airbnb? Il est vachement bien, hein. Ok, elle l'a vu 4 fois le mois dernier, ton Airbnb, mon grand, ça va aller. Au moins, ils apprennent un peu quand même. Alors, je peux critiquer, je peux rigoler d'eux un peu, mais en réalité, ils apprennent un peu la dépendance. Ils changent d'environnement social avec tous les bénéfices cités au début de la vidéo. Donc, à la limite, c'est OK, c'est la première marche. Allez, tous les gars qui font du business en ligne passent par là, c'est d'accord. Le vrai problème, selon moi, c'est la fuite en avant de ce style de vie, puisqu'il est dessiné comme une fin en soi, c'est-à-dire devenir digital nomade. C'est quoi ton objectif? Devenir libre, devenir digital nomade. Ok,
Et après 2, 3, 4 ans, eh bien, ils finissent tous sur le même pattern toxique. Parce que c'était l'objectif initial. Une fois que tu l'es devenu, c'est pas la fin en soi d'être digital nomade. Et à savoir, le même pattern toxique, qu'est-ce qu'ils se mettent à tous faire après 2, 3, 4 ans, parce qu'en fait, ils se rendent compte que finalement, c'est une vie un peu précaire, où tu n'as pas vraiment d'ancrage, où tu n'as pas vraiment de possession, où tu n'as pas vraiment de point de chute, où tu n'as pas vraiment de réseau de soutien et d'entraide humain. Eh bien, ils finissent tous par optimiser pour le niveau de dépense minimum, parce qu'en en fait, ils passent leur temps à faire un arbitrage entre les prix de tel pays et dire, attends, non mais euh, à Pattaya ou je sais pas où, en Thaïlande, en Nissan, la pizza, je la paye 6 euros. Alors que quand je suis en Europe de l'Est, elle me coûte 14 euros pour ça. Du coup, c'est vachement mieux la Thaïlande. Le coût de la vie est beaucoup plus faible. Et en fait, l'intégralité de leurs décisions sont, en tout cas, une grande partie des décisions qu'ils prennent, elles sont conditionnées par le coût de la vie du pays dans lequel ils sont et pas forcément de la qualité de vie qu'ils arrivent à en extraire. Et donc, en fait, ils finissent tous par optimiser pour le niveau de dépense minimum, par jauger la qualité du pays en fonction de la facilité à se faire sucer par son mec Tinder, à accumuler le plus possible, justement, de gonzesses et d'expérience pour briller devant les autres digital nomades qui sont tous pervertis au même point, à sortir en club constamment et boire de l'alcool d'essence dégueulasse, mais finalement, qui coûte pas cher. Et puis, à rester dans cette boucle sans fin parce que, attends, c'est la vie, mec, c'est la vie, je suis libre et tout, fuck le salariat de bureau. Ils ont toujours les mêmes sujets de conversation. C'est ah, t'as été là-bas? Ah ouais, moi aussi, il est génial ce bar. Du coup, les meufs, elles font comment en ce pays? Parce que je pense à y aller dans 2 mois. Et la bouffe, t'as bien aimé? Ça va? C'est pas trop cher? Ah ouais, quand même, 3 euros la street food. Ah, c'est un peu cher. Ah ouais, et les gens, ils sont tellement cool et accueillants ici. Non, mais c'est génial par rapport à la France, c'est trop bien ici. Par contre, c'est quand même difficile de trouver une bonne salle de sport. Ok, je paye 400 euros par mois de Airbnb. Franchement, pour un bon Airbnb, bon Internet, mais la salle de sport, c'est un peu loin. Et toi, c'est quoi tes tips là pour trouver des Airbnb moins chers? Voilà, ça se résume à ça. Ils ont 36 ans, les mecs. Aucune ligne de conduite, c'est juste voyager pour voyager. Changer de pays, mais en fait, ils ont le même style de Airbnb, tous, le même style de resto, le même style de date sur les applis, le même style de salle de sport, le même style de soirée. Par contre, attention, en passant d'un pays à l'autre, on utilise soit Bolt, soit Uber. Alors là, c'est différent. Et puis pareil, on utilise Foodpanda plutôt que Glovo. C'est une application à télécharger différente. Et en plus, c'est une monnaie différente. Donc il faut faire les conversions avec Wise et tout ça. Dingue. Et puis ça finit bloqué. Ça finit bloqué dans une nouvelle prison, celle où les barreaux ne se voient pas. C'est-à-dire incapacité à s'ancrer quelque part par peur de perdre en liberté. Et oui, parce qu'en fait, quand tu t'es construit ta nouvelle identité, ta nouvelle personnalité sur le fait d'être libre, te réattacher à un pays, te resédentariser, en fait, c'est perdre toute la personnalité que tu as construite. Donc en fait, ils sont tous incapables de rester calmes, tranquilles, à un endroit où ils aiment, parce qu'ils ont le syndrome de l'objet brillant. Ils sont constamment à la recherche d'un nouveau shoot de dopamine dans un nouveau pays où les meufs seront peut-être un peu différentes, où la bouffe sera peut-être un peu différente, où ça se trouve, manger de la street food, ça coûtera 50 centimes de moins que dans ce pays-là, et là, ça sera le nirvana, ça sera génial. Donc en fait, ils sont incapables d'accepter que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et c'est clairement pathologique. Ils sont pas capables de signer un contrat d'appart pour 1 an parce que ah mais attends, c'est quand même un sacré engagement. Tu te rends compte, j'ai que 38 ans. Imagine si je me lasse de l'appart, ça veut dire que je vais perdre ma caution si je m'en vais. Oh non, attends, c'est énorme quand même, c'est 800 euros de caution. Et vous pensez que c'est caricatural, mais ça l'est pas. Impossible d'acheter une voiture parce que, attends, imagine, si je change de pays, comment je fais si j'ai une voiture sur le dos? Ça veut dire qu'il faut que je la revende, que je fasse les papiers et tout ça. Ils subissent une literie moyenne, des ustensiles de cuisine moyens, un bureau de fortune parce que les Airbnb sont cheap et tous meublés en Ikea bas de gamme. Ils n'ont pas d'assistante à domicile, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tout faire. Finalement, ils sont libres, mais bon, en fait, il faut attendre que le livreur Foodpanda, il emmène la bouffe 30 minutes plus tard. Il est dépendant des horaires d'ouverture des restos. Enfin, il n'a pas de personnel à la maison, de domicile. Il a un style de vie sans routine prévisible, donc c'est impossible de performer. Quand tu as un style de vie sans routine prévisible, c'est impossible de performer. La preuve, il faut regarder juste tous les athlètes de haut niveau. Il a un circuit de dopamine cramé par la recherche perpétuelle de nouveautés et le cadre de référence exclusivement externe. Et c'est littéralement un copier-coller sans s'en rendre compte. Il a la même valise que tous les digital nomades. Pareil, il se promeut du minimalisme comme tous.
C'est juste pour pas payer de valise en soute et pour pas s'emmerder à devoir déposer sa valise parce qu'ils voyagent tous en économie. Et comme voyager en économie et enregistrer une valise, c'est compliqué, en fait, ils voyagent tous en valise cabine en disant, moi, je suis minimaliste. Ils ont tous le même t-shirt, ils ont tous la même diète, ils vont dans les restos healthy, je sais pas quoi. Ils ont tous les mêmes Airbnb qui sont meublés en mode moderne, mais pas trop, un peu stylé. Voilà. Et pour faire une digression personnelle, récemment, j'étais à Miami avec l'un de ces phénomènes. Avec un vrai de vrai digital nomade de 37 ans. Alors là, le vrai de vrai, le starter pack complet. Attends, mec, ah non, mais les pizzas, c'est dingue. Les pizzas, elles sont plus chères qu'en Italie, elles sont moins bonnes ici. Tu te rends compte? La pizza, elle est à 29 $. En plus, il faut mettre des tips et tout ça, mais attends, c'est super cher. Non, mais ok, ok, les plages, c'est sympa, mais attends, c'est quand même vachement moins beau qu'aux Philippines. Et puis les filles, elles sont beaucoup moins accessibles au Pérou qu'à Miami. Et puis les bâtiments, ils sont quand même moins neufs qu'à Dubaï. La marina est sympa, mais c'est quand même moins neuf qu'à Dubaï. Insupportable. Insupportable. Mais complètement représentatif du phénomène. Les mecs ont fait 50 pays et ne comprennent pas la notion de compromis. Les types, ils ont 36, 37, 38 ans et ils continuent à se comporter comme des adolescents. Ils font les généralités les plus débiles et dans le cas de ce gars-là, le gars avec qui j'étais, on a eu une discussion un soir justement parce que moi, euh, ça me fatigue assez rapidement quand même ce genre de réflexion-là. Donc il y a un moment où il faut rentrer dedans. Et non mais attends, moi, quand même. Moi, 37 ans, digital nomade, voilà, j'ai 500 k de patrimoine, je gagne 17 000 euros par mois. Moi, il me faut une meuf biélorusse. Il me faut une meuf biélorusse. Ok, ok, pourquoi? Parce qu'elles sont tradies, les meufs biélorusses, et elles sont féminines. Ok. Donc, tu as fait 50 pays. Tu as fait 50 pays, et dans 50 pays, tu n'as jamais vu une meuf tradie et féminine. Il faut absolument aller en Biélorussie. Ok, ok, bon, pourquoi pas. Tu parles russe? Ah non, 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 je parle pas russe, mais attends, il y en a plein qui parlent anglais. Et de toute façon, moi, je veux que ma meuf, elle parle anglais. Ok. Donc déjà, tu te dégages 50% du pool féminin du pays. Ok. Et toi, tu veux vivre en Biélorussie après? Non, 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 je veux pas vivre en Biélorussie. Ok, d'accord. Et tu connais les visas nécessaires pour les Biélorusses? C'est parce que si tu vas rencontrer ta femme là-bas, que tu te maries avec, etc., tu vas quitter le pays parce que tu veux pas vivre en Biélorussie. C'est quoi les visas? Ah non, 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 mais je sais pas. Et est-ce que tu crois qu'une fille tradie sera prête à quitter sa famille? Une Biélorusse tradie, elle sera prête à quitter sa famille? Enfin, je veux dire, tradie au sens traditionnel du terme, elle sera prête à le faire? Ah oui, il s'est pas posé la question. Et au bout de combien de temps tu vas l'emmener avec toi? Est-ce que tu vas y aller une fois, un mois? Tu vas la rencontrer au bout de quoi? Une semaine? Puis ensuite, comment t'es sûr que c'est la bonne? Et si c'est la bonne, au bout de combien de temps tu lui proposes de partir avec toi? Est-ce que c'est pas un peu brusque pour une meuf tradie et féminine de tout quitter après seulement 3 semaines avec un étranger? Est-ce que justement ça montre pas que c'est peut-être l'inverse d'une meuf tradie? Et en fait, tu veux qu'elle ait ah oui, tu veux qu'elle ait 23 ans au maximum? Ah ouais, 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 je comprends, faut pas trop qu'elle ait l'expérience, faut qu'elle soit encore malléable. OK, ouais. Et ça va pas te faire trop de mal de doubler les prix pour la business class, parce que là, tu voyages en business class. Mais du coup, une meuf que tu as rencontrée il y a un mois et demi, tu vas devoir lui payer les billets avec toi. Ça va pas être. Et voilà. Et c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Le mec te dit vraiment, il me faut une meuf biélorusse, elles sont tradies et féminines. Il croit à sa connerie. C'est-à-dire, il est convaincu de sa connerie. Putain de digital nomade, là, l'archétype classique. Non, non, mais attends, moi j'ai 37 ans, je veux te dire, j'ai voyagé partout à travers le monde. Les Biélorusses, c'est les plus belles. Moi, il me faut une meuf tradie, féminine, biélorusse, qui ferme bien sa gueule. Et franchement, ça va être parfait. Ça va être lourd. Ok, mec. Ok. T'as pas pensé au visa. T'as pas pensé. Les mecs ont réfléchi à rien. Tu poses juste des questions basiques, même pas des questions de logistique, même sans parler des visas ou quoi que ce soit. Les mecs, ils parlent comme des moulins. La plupart, ils sont comme ça. Ils parlent comme des moulins, mais ne trouvent jamais de contradicteur. C'est-à-dire, ils trouvent jamais un mec comme moi en face pour poser les questions même pas difficile, juste les questions basiques. Non, parce qu'ils sont tous dans leur bulle de Mongols, libres avec du fric. Ah ouais, 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 mec, moi, mon ex-Biélorusse était magnifique, magnifique, t'as trop raison, t'as trop raison. Attends, ouais, il y en a marre des woke occidentales, t'as raison, il te faut une meuf tradie, biélorusse et tout ça, slave, non mais c'est clair. En plus, les slaves, c'est les meilleurs. Moi, j'ai un pote qui vit en Russie, franchement, sa meuf, elle est géniale et tout ça. Et tout un tas de saloperies dans le genre. Ils se mentent et ils fuient en avant. Ils se posent jamais les questions difficiles parce que c'est des adolescents. Ils vivent dans un rêve qu'ils entretiennent entre eux. Et ils se font croire les uns les autres que, ah mec, franchement, ouais, t'as trop raison, t'as 37 ans, t'as trop le temps. T'as trop le temps à 37 ans, pas de problème. Et que, ouais, mais attends, moi, je vais à Cali le mois prochain, ça va être top. Ah ouais, trop bien, tu vas voir, Cali, c'est génial. Ouais, ouais, dès que j'aurai 2 millions, moi, je me poserai dans un endroit là, à la campagne, en Amérique latine, avec mes revenus passifs. Ça va être génial, avec ma femme et tout ça. Ok.
Les types vieillissent, ils jouent au digital nomade depuis 4, 5, 6 ans, et à 39 ans, ils pensent encore qu'en passant 45 jours à Minsk l'été prochain, une modèle de 23 ans va tomber dans leurs bras, parler parfaitement anglais, cuisiner des plats occidentaux à la perfection, nettoyer leurs caleçons troués dégueulasses et les soutenir quotidiennement. Tout ça en continuant à sortir tous les week-ends en boîte avec d'autres digital nomades dépravés, sans aucune attache, sans stabilité. Ils y croient vraiment à leur connerie. C'est ça la partie un peu triste du truc. Et quand tu leur mets le nez dans leur propre merde, ils restent dans le déni et ils t'expliquent comme des blaireaux que oh, mais Tristan, toi, tu comprends pas, toi, tu as trouvé une femme bien dès le début et en plus, tu es devenu riche jeune. Donc, tu vois, moi, ça fait que 4 5 ans que je vis cette vie-là finalement. Branleur puissant. Bon, on va parler un peu du sujet de la vidéo. Pourquoi j'en ai ras-le-bol de voyager? Alors, je sais que je dépeins un portrait très négatif des digital nomades, mais rappelez-vous que j'en ai côtoyé plus que vous et depuis plus longtemps que vous. Que la vision 2 que vous avez, c'est sûrement une vision filtrée parce qu'ils vous montrent avec beaucoup de prudence tout ça en vidéo. Ils font très attention à ce qu'ils disent, ils coupent leur montage, etc. Et en plus, ils ont une incentive monétaire à vous faire rêver de cette vie-là. Voilà, faut dire que voilà, c'est super, machin, voyager, aller dans les nouveaux Airbnb. Ça, c'est sûr que pour le gars qui a un peu ses rêves de digital nomade, de quitter la France, de voyager, d'aller parcourir le monde, forcément, vous avez une vision complètement galvaudée de la situation. Moi, je suis dans le réel depuis 2018. Voilà, il faut, disons, rééquilibrer un peu la réalité. En tout cas, la perception que vous en avez. Premier point, c'est important de savoir ce que vous voulez dans la vie. Mais c'est encore plus important de savoir ce que vous ne voulez pas. Et on ne passe pas assez de temps là-dessus. Quand j'ai commencé à voir ce pattern de vieux digital nomades adolescents pour toujours, qui ont les mêmes conversations, les mêmes ambitions, les mêmes angles morts depuis 10 ans, j'ai compris ce que je ne voulais pas. J'ai compris ce que je voulais surtout pas. Et ça, dès le début, dès 2018-2019, quand je les ai vus, les mecs m'ont pas dégoûté, en tout cas, j'ai compris l'impasse dans laquelle il fallait pas que je rentre. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais été personnellement digital nomade à proprement dit. J'ai toujours eu une base avec des affaires. J'ai pas voyagé en valise cabine pendant très longtemps, pendant seulement 1 an. Et ensuite, je me suis installé en Europe de l'Est avec contrat de location à l'année, des affaires, etc. Du confort réel. Et puis, je partais voyager un trimestre avant de revenir à la base. À chaque fois, je faisais comme ça, j'avais toujours une base fixe. C'est-à-dire que je n'étais pas complètement digital nomade avec toutes mes affaires dans ma valise. Mais bon, de facto, je l'ai côtoyé. Deuxièmement, j'ai pas un profil psychologique de voyageur. Je l'ai fait, mais pardon, mon mode de performance, c'est dans une routine avec de la prédictabilité, du contrôle, de l'optimisation et un chaos maîtrisé. Je ne suis pas fait du tout, mon profil psychologique n'est pas du tout fait pour le digital nomade. Troisièmement, le monde s'uniformise avec les réseaux sociaux, les trends traversent les frontières, les styles de déco, de bouffe, d'activité. Voyager, c'est plus vraiment l'aventure en 2025. Tout le monde le fait. Vous mangez une pizza pepperoni à Buenos Aires, vous mangez une pizza pepperoni à Bangkok, vous mangez une pizza pepperoni à Miami ou en Italie. Bon, c'est pas le jour et la nuit, c'est à peu près tout le temps la même chose. Même chose pour, je sais pas, les sushis, le McDo. Bon, les McDo, c'est uniformisé, mais peu importe. Les burgers, que vous mangez des burgers à Miami ou que vous mangez des burgers à Sao Paulo, bon, c'est grosso modo le même goût. Et c'est la même chose pour à peu près tout en ce qui concerne disons, ce que les gens relatent de leur voyage. Ah, la bouffe, les paysages, ok. Bon, voilà, quand vous l'avez fait une dizaine, vingtaine, trentaine de fois dans les endroits différents, ça s'uniformise. Et en plus, les réseaux sociaux font que ça s'uniformise encore plus. Quatrièmement, un temple Maya, bon, c'est sympa, au Mexique. Une cascade brésilienne, c'est beau. L'océan bleu turquoise, franchement, c'est joli quand vous êtes dans les Caraïbes ou aux Philippines, mais je suis personnellement beaucoup plus sensible à l'architecture et les œuvres occidentales qu'à quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire les cathédrales, les châteaux, les peintures, les symphonies, les sculptures en Europe, en termes de grandeur, de puissance et de niveau, sont à des années-lumière de ce que j'ai vu ailleurs. Désolé, mais un gros Bouddha couché en or, ça ne vaut même pas l'aile sud de Versailles. Ça vaut même pas la moitié de l'aile sud de Versailles. C'est sympa à voir une fois, mais bon, c'est très limité. Cinquièmement, parce que je ne veux décourager personne, disons que je l'ai juste trop fait. Pourquoi ça me saoule de voyager aujourd'hui? Pourquoi j'en ai ras-le-bol de voyager aujourd'hui? Parce que je l'ai trop fait. Trop de vols, trop de Airbnb, trop de Uber, trop de restos, trop de diversité comme ça. Non, aujourd'hui, j'ai un logement sur mesure qui me convient, une bagnole haut de gamme, de la bouffe haut de gamme, une assistante à domicile, des routines adaptées, une femme, des gosses. J'ai construit l'endroit où je suis.
pour qu'ils correspondent le plus possible à mes goûts réels. Donc en fait, ici, tout est optimisé pour moi et pour la vie que je veux. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt ou de sens pour moi de m'échapper de cette vie-là, puisque c'est la vie que j'ai construite pour moi. Et parce qu'aussi, voyager seul ou voyager avec un pote, des potes, quand on a du fric, c'est hyper facile. C'est franchement facile. Vous allez dans les meilleurs quartiers, dans les meilleurs restos, dans les meilleurs Airbnb. C'est facile de créer des scripts automatiques Tinder pour avoir 3000 matchs qualifiés et chauds avant même de venir, hein, d'accord? Il faut être complètement. Bon, bref. Mais ça, est-ce que franchement, c'est un plan de vie? C'est-à-dire voyager seul avec des potes, se rencontrer des digital nomades, machin, et en plus, il y a des versions vraiment cheap en auberge de jeunesse pour les mecs qui sont vraiment pauvres. Est-ce que vraiment c'est un plan de vie? Sans déconner. Tu arrives à 45 ans et tout ce que tu as à raconter quand tu te pointes en repas de famille seul avec ton sac à dos de merde, c'est que tu as fait un selfie devant le Burj Khalifa. Tu montres ton selfie devant le Burj Khalifa à ta grand-mère de 88 ans. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? T'as 45 ans, qu'est-ce que tu passes ton temps à voyager comme ça autour du monde et tu rencontres. Non mais attends, mamie, j'ai rencontré une Iranienne magnifique quand je suis allé acheter une glace après cette photo. C'est super, on a été boire un cocktail ensemble. Et puis après, bon, elle n'a pas voulu rentrer avec moi, mais parce que j'avais pas 400 $ sur moi, mais franchement, super. Qu'est-ce que c'est que cette image? Qu'est-ce que c'est que ce plan de vie? Sans déconner. Ça, c'est le bilan. Tu as le même compte Instagram copié-collé que tous les autres digital nomades, les photos à Bali avec une planche de surf alors que tu sais pas surfer, les photos devant Angkor Wat avec un singe pardon, comme tout le monde, les photos au Machu Picchu avec ton chapeau d'Indiana Jones, comme tout le monde, les photos sur le rooftop à Medellin avec ton cocktail orange et puis les petites paillettes dessus, voilà, comme tout le monde. T'es suivi par 7300 meufs sur Insta, voilà, parce que ça fait 5 ans que tu voyages et tout, et puis tu games et tout ça, tu dates à fond. Et puis tu mets une story avec l'écran de ta destination dans la salle d'embarquement à chaque fois que tu changes de pays. Super. Comme tous les putains de digital nomades. Bravo champion. C'est une vie d'adolescent, sauf que tu as l'air d'un immense idiot à Khaosan Road avec ta chemise Célio, tes cheveux blancs et ta barbe grise en train de boire des buckets à 100 bahts avec les backpackers de 22 ans. De 22 ans pardon. C'est ridicule. Bon, il n'y a pas d'animosité. On pourrait croire que c'est un peu virulent de ma part et qu'il y a un peu de la haine, mais non, il n'y a vraiment pas d'animosité. C'est juste que le réveil va être violent. Et j'essaye d'appuyer sur la sonnette d'alarme avant que ça soit trop tard pour eux. Le réveil va être violent. Pour les nanas qui ont poursuivi une carrière avant tout et qui vont mourir seules avec 10 chats, sans gosses, sans famille, le réveil va être violent aussi. Comme pour les digital nomades qui ont joui toute leur vie de plaisirs futiles et qui vont claquer d'un AVC à 67 ans sans aucun proche pour les entourer ni les enterrer. Et ouais, c'est ce qui va se passer, les mecs. Le problème, c'est pas ceux qui l'assument. Il y en a, et grand bien à leur face, c'est-à-dire vraiment les mecs, ils ont embrassé ce mode de vie, ils en ont rien à foutre des critiques, ils sont vraiment heureux là-dedans, et surtout, ils sont pas dans la contradiction. Ils sont pas dans la contradiction et ils incarnent vraiment ce qu'ils sont. Non, non, mais moi, j'en ai rien à foutre d'avoir une famille. Non, mais moi, je veux pas de femme. Non, ces mecs-là, c'est OK. C'est OK. Non, moi, je veux pas de stabilité, je m'en fous, je suis bien en Airbnb, j'ai vraiment mes affaires dans ma valise. Ces mecs-là, c'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse vraiment aux types qui se disent, voilà, je suis un digital nomade, mais non, mais t'inquiète, un jour, je vais fonder une famille, un jour, je vais me sédentariser. Dès que j'aurai X millions, franchement, je vais m'installer. Là, je continue juste un peu à profiter, franchement, jusqu'à 45 ans. De toute façon, on est des mecs, on peut avoir des gosses jusqu'à l'âge qu'on veut. Non, mais je veux vraiment une famille, je te jure, mais j'ai pas trouvé la bonne. Voilà, ça, c'est les tocards qui sont bourrés de contradictions. Et c'est donc ceux qui sont dans le déni et qui les réaliseront quand ce sera trop tard à les adresser à ces personnes-là, la vidéo, ou même pour anticiper si vous comptiez devenir digital nomade un jour, peut-être que vous retiendrez ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe la vie d'un digital nomade, même si j'ai jamais vraiment été à proprement dit, peut-être pour quelques mois, une année maximum. Comment ça se passe le voyage aujourd'hui pour un digital nomade retraité? Bon, la vérité, c'est que j'habite à 15 minutes de l'aéroport international, dans la ville où je vis aujourd'hui. J'ai un BMW X3 ultra confortable, quasiment neuf. Je vole exclusivement en classe business. Je reste dans des bons, les meilleurs hôtels Airbnb à chaque fois que je voyage. Je suis au niveau maximum du confort de voyage. Vraiment, on ne peut pas faire beaucoup mieux, à part, franchement, avoir un jet privé. euh, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Malgré ça, ça me saoule. Ça me saoule. Alors, comment ça se déroule un voyage pour moi? J'ai un de mes potes ici qui m'emmène dans ma voiture à l'aéroport. Il m'amène juste 40 minutes avant le vol parce que je m'en fous, je coupe les fils. Je suis en business, donc je dépose ma valise, je coupe la file de contrôle, et puis je suis en business, je suis assis dans mon siège littéralement 10 minutes après être rentré dans l'aéroport. Je m'installe en classe business, on m'apporte un petit verre d'eau, et puis je dis, je veux pas de bouffe, laissez-moi dormir. Je dors tout le vol, je récupère ma Mercedes de location quand j'arrive à l'autre aéroport, à l'aéroport de destination. Je conduis jusqu'à l'hôtel ou Airbnb.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe, grosso modo, la transition de voyage pour moi. C'est-à-dire, on peut pas faire beaucoup mieux que ça, honnêtement, à part avoir un chauffeur sur place, mais techniquement, je pourrais prendre un Uber et ça me dérange pas de voyager, de conduire. Bon, ça c'est le truc qui fait rêver, hein. Ça, d'accord, c'est le truc des digital nomades, ça fait rêver. En fait, non. Ça fait pas rêver parce qu'il faut quand même gérer la logistique, c'est-à-dire chercher les restos sur Google Maps. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Mais si je continuais à le faire en mode digital nomade, changer de pays constamment, etc., en fait, je garderais le même style de voyage. C'est-à-dire, j'ai les moyens de garder ce style de voyage. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut gérer la logistique, ça veut dire qu'il faut chercher les restos sur Google Maps, ça veut dire qu'on va potentiellement tomber sur des restos de merde, et c'est chiant, et c'est désagréable. Et puis ensuite, il faut sortir, boire un verre dans un bar pour voir un peu l'atmosphère de la ville. Mais en fait, il y a 8 chances sur 10 que tu tombes pas sur le bon bar parce qu'en fait, tu connais pas la ville, t'es pas un insider. Il faut ensuite rentrer, dormir, et avec le décalage horaire, c'est un peu chiant, tu performes pas aussi bien. Il faut aller à la piscine le lendemain parce que bon, t'es en vacances, tu voyages, il faut profiter. Il faut aller à la gym, il faut faire un peu les trucs touristiques de base, parce que voilà, c'est la première fois que tu viens là, il faut faire un peu le touriste. Et donc tu vois une autre cascade, et donc tu vois une autre plage, et donc tu vois un autre rooftop, et donc tu vois un autre musée, je sais pas, un musée pas top, parce qu'en dehors de l'Occident, il n'y a pas de musée super. Voilà, tu as des nouveaux souvenirs, et puis ensuite tu rentres chez toi. Ouais, bon, en fait, ma femme et mes gosses sont à la maison pendant ce temps-là, mon assistante est à la maison, mon groupe de potes entier vit dans la ville où je vis, où je suis sédentaire. Je dors mieux quand je suis à la maison, je mange mieux, j'ai mes compléments alimentaires, je fais mon sport avec une bonne routine, j'ai ma bagnole, j'ai donc mes routines, je bosse mieux, j'ai mes livres, et globalement, j'ai créé un environnement dans lequel je suis bien. Donc en fait, c'est pour ça que ça n'a plus aucun intérêt pour moi de voyager. Voyager pour voyager, juste pour découvrir je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment à chaque fois, je suis plus content de rentrer chez moi que de partir. Donc en fait, il y a un moment, il ne faut pas forcer le destin, quoi. Et alors, il y a, non, mais attends, t'es un esclave, le monde c'est tellement vaste, faut découvrir des nouvelles cultures. Non, j'en ai rien à foutre. Cela dit, mon rythme parfait actuel ressemble à ça, et vous allez voir que c'est pas non plus, je veux dire, par rapport à la moyenne des gens qui sont salariés ou qui voyagent, ça reste quand même significativement plus élevé. Mon rythme parfait de voyage, actuellement, ça ressemble à un mois entier aux États-Unis par an avec mes potes, il y a un X. Avec notamment le fait d'explorer pour une potentielle expatriation, je suis revenu il n'y a pas longtemps des États-Unis et c'est vraiment un des meilleurs voyages que j'ai fait de toute ma vie. Et c'est surtout, quand je voyage maintenant, c'est pas vraiment pour le tourisme ou pour voir, c'est plus dans une dynamique de OK, j'essaie de voir comment ça se passe, la vie dans ce pays, le style de vie, est-ce que je me vois potentiellement vivre ici et pourquoi. Et en l'occurrence, les États-Unis, ça m'intéressait pour ça. Je suis allé pour ouvrir des comptes bancaires, vous pouvez voir la dernière vidéo, mais aussi pour voir un peu l'ambiance globale de vie aux États-Unis. Et il se trouve que ça m'a vraiment convaincu. Donc maintenant, pendant les prochaines années, je vais y retourner un mois entier tous les ans au minimum pour explorer et voir potentiellement l'endroit où je pourrais m'installer aux États-Unis avec ma famille d'ici 5, 10 ans, j'en sais rien. Donc ça, tous les ans, une semaine de vacances avec mes potes en Amérique latine, peu importe, en Colombie, au Brésil, en Argentine, là où on vit, en Uruguay, au Chili, au Pérou, au Mexique, au Venezuela. Euh, et à maximum 6 heures de vol de la ville où je vis. Donc ça, une semaine par an. Donc en fait, ça fait déjà un mois et une semaine. Ça fait déjà 5 semaines de vacances par an avec mes amis. 2 fois 3 semaines en France avec ma famille, donc pour que les enfants voient leurs grands-parents, etc. Vacances d'été et d'hiver, parce que ça on fait déjà. Et puis une semaine avec ma femme, je fais déjà aussi pour lui faire découvrir le monde, parce que ma femme est jeune et elle n'a pas beaucoup voyagé avant d'être avec moi, de se marier avec moi. Et donc, ça fait 3 mois en dehors de chez moi et c'est vraiment en mode vacances, vacances, parce que reproduire ce que tu fais à la maison dans un autre environnement, c'est l'enfer. D'où l'enfer pour moi du digital nomadisme. C'est-à-dire que je suis chez moi 75% du temps, maison adaptée, décorée, optimisée pour moi et mes goûts. Routine, travail, projet, ancrage local, substance fiscale réelle, amitié, habitude, connaissance, l'école des gosses, le pied de ma femme, son cercle social, etc. Et ça, vraiment, j'en ai parlé avec un ami l'autre jour. Une fois que tu es vraiment posé, installé avec ta famille, le pire truc que tu puisses faire, c'est de retomber dans le travers du digital nomadisme et dire non, mais attends, je pars un mois là, mais je vais continuer à bosser. Je sais pas, je vais un mois à Medellin, mais je vais continuer à bosser, je vais garder ma routine le matin et puis je vais découvrir l'après-midi. C'est absolument horrible. Reproduire ce que tu fais dans des conditions optimales chez toi, dans un environnement sous-optimal, c'est vraiment désagréable. Quand on gère, disons, une entreprise un peu plus grosse que juste business en ligne, vente de formation. Donc alors pourquoi j'ai écrit ce titre? Parce que tous ces digital nomades le disent. euh,
disent pardon, qu'ils aimeraient avoir une base. C'est-à-dire vraiment, c'est un truc extrêmement commun, mais ils n'ont même pas les moyens de faire ce que je fais. C'est-à-dire, ouais, non, mais moi, c'est vrai que ça me manque de retourner à la maison, d'avoir un endroit dans lequel on peut retourner au moins, tu vois, 4 5 mois par an, ça serait quand même sympa. Mais en fait, ils n'ont même pas les moyens de le faire. Pourquoi? Parce que quand je dis que, bah, voilà, je parle de grosso modo 3 mois par an, attends, mais du coup, tu payes 2 loyers. Tu payes 2 loyers parce que bah, tu continues de payer le loyer de ta maison principale et en plus, tu payes tes Airbnb. Bah ouais, champion. Et en plus du Airbnb, je paye mon assistante, je continue à payer, je paye l'école des gosses, je paye les activités, je paye la bouffe pour le reste de la famille, je paye les assurances et je paye grosso modo tout le reste. Et en plus de ça, je paye le surcoût de voyage, des billets d'avion, de la location de bagnole, de l'assurance, du Airbnb, de la bouffe en extérieur et tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc, ah ouais, non, c'est trop cher. Alors que les mecs gagnent largement de quoi le faire. Mais bon, c'est toujours la fuite en avant. Alors, qu'est-ce que je recommande? Ne voyez pas le voyage comme une fin en soi. Faites-le parce que c'est nouveau, parce que c'est cool. Et puis après 10, 15 pays, retournez dans vos pays préférés, dans vos endroits préférés et explorez davantage. Restez 90 jours dans le pays. Et comme ça, vous pourrez vraiment commencer à créer des points de chute qui sont des endroits dans lesquels vous êtes vraiment à l'aise et potentiellement finir par vous sédentariser pardon, dans ces endroits-là. Comprenez aussi que l'herbe ne sera probablement pas plus verte ailleurs. Faites un tableau avec ce qui est important pour vous et ajoutez des coefficients qui finissez par vous ancrer. Parce que voyager comme ça, à droite à gauche, sur des ondits, etc., vous allez forcément tirer au hasard. Et quand vous tirez tout le temps au hasard, la probabilité d'atteindre votre cible, elle est proche de zéro, quoi. Ou en tout cas, c'est vraiment un gros coup de chance. Alors que si vous faites vraiment des tableaux comparatifs, surtout que maintenant vous avez si vous avez Numbeo, vous avez Nomadlist, etc., et puis que vous mettez surtout, ça très important, des lignes avec des coefficients, je sais pas, sur la météo, par exemple, si la météo c'est extrêmement important pour vous, mettez un coefficient 5 sur la météo. La fiscalité, le coût de la vie générale, est-ce que c'est un pays dans lequel vous pouvez manger du bœuf de qualité ou pas? Est-ce que la scène de restaurant international dans cette ville-là, elle est élevée ou pas? Est-ce que il y a des offres immobilières qui correspondent à ce que vous recherchez ou pas? Et à chaque fois, vous mettez des coefficients et puis vous finissez par faire du voyage ciblé. Plutôt que d'aller dans le nouvel endroit à la mode ou parce qu'un mec vous a dit, voilà, vous allez dans les endroits qui pourraient potentiellement cocher vos cases sur le papier. Sinon, en fait, vous allez juste tomber dans la nouvelle rat race, c'est-à-dire le nouvel objet brillant. Il y a toujours un nouveau sucre à dire, tu dans un pays, et puis en fait, c'est un peu frustrant parce que, je sais pas, pour une raison X ou Y, admettons que dans ce pays-là, bon, les nanas, elles sont plutôt petites, et toi, t'aimes les nanas un peu grandes, dans ce pays-là, il n'y en a pas trop. Ah ben en fait, putain, tu changes de pays, et puis tu te rends compte que dans le nouveau pays, où les nanas sont un peu plus grandes, mais en fait, elles sont super difficiles à dater parce qu'elles parlent pas du tout anglais, elles parlent que la langue locale, du coup, tu changes de pays. Et en fait, c'est insupportable. Moi, je suis super bien chez moi, mais par exemple, j'ai eu un appart avec vue mer quand j'étais à Miami. Alors évidemment que quand je rentre à la maison, avec ma femme et mes gosses, eh bien, je pense à déménager pour avoir un appart vue mer. Mais puisque je ne suis pas un digital nomade addict à la dopamine et au changement, et grâce à l'expérience, eh bien, je sais arbitrer en dehors de l'émotion. Je sais que c'était quelque chose d'agréable à expérimenter quand j'étais parti, mais en fait, je comprends que dans mon coefficient d'importance, en fait, je suis bien là où je suis, et aller changer pour prendre un appart vue mer, en fait, ça va probablement amener son autre problème que j'ai pas envie, enfin, j'ai pas envie de sacrifier ce que j'ai maintenant pour changer. Donc, si vous avez plus de 35 ans, à un moment, il faut se demander ce que vous voulez de la vie. Si c'est une vengeance parce que vous êtes moche et que les filles du tiers-monde sauront vous apprécier à votre juste valeur, allez-y. Allez vous abreuver de handsome man, massage, massage pendant un an. Allez-y, faites-le, c'est super. Mais après ça, après un an, regardez le type dans le miroir et demandez-lui s'il a l'air respectable et si le gosse que vous étiez rêverait de devenir comme lui. Alors, je pète vite fait l'objection de Mongol. Il dit: ah non, mais moi, non, mais tu comprends pas, Tristan. Moi, je reste mobile pour éviter que les États aient du pouvoir sur moi. Je reste libre financièrement grâce à ça. Je suis pas attrapable. Bon, si par pouvoir, tu veux dire attraper tes millions, tu as juste à faire un trust Nevis. Ce trust, il détient une LLC au Wyoming. Tu transfères 90% des assets là-dedans, à la LLC qui est détenue par le trust. Et puis, c'est terminé. Voilà, ça y est, les États n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et si le vent tourne et que tu es complètement protégé par ce trust, et bien au pire, eh ben, tu changes de pays en 2 mois pour toi et toute ta famille, et ça va te coûter 25 ou 30 000 balles.